Nous, on va enchaîner avec notre table ronde virtuelle avec mes trois invités, Benoît, Antoine et Julien. Bonjour à tous les trois. Est-ce que vous avez bien allumé votre caméra et votre micro? Vous êtes bien là? Bonjour Je pense qu'on Jérôme. est bien là. Bonjour Jérôme. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Bonjour. Alors, on va démarrer donc peut-être par un petit tour de présentation rapidement. Benoît, VP Live Commerce de e-Advice d'Applose. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre activité, votre entreprise? Bonjour Jérôme. Et effectivement, donc VP Live Commerce, on a rejoint les équipes d'iAdvise au mois d'août de l'année dernière et notre objectif, effectivement, c'est de proposer des solutions, mais pas que. C'est tout un programme de transformation aujourd'hui autour du conversationnel. Effectivement, Alexandra a parlé des usages qui sont en train d'évoluer. On est convaincu que les sites Internet avec les fiches produits classiques correspondent à une partie, mais pas à la totalité des besoins. Et donc, pour optimiser le développement du chiffre d'affaires et donc du business, on accompagne les marques sur du programme conversationnel. Voilà. D'accord, mais c'est en grande partie une solution techno Ouais, c'est une solution technologique au sein d'iAdvise dédiée effectivement au live shopping encore une fois notre objectif c'est avoir un impact très fort sur cette partie business et accompagnement de la croissance de nos clients. On peut donner quelques chiffres rapidement? Aujourd'hui, sur l'e-commerce, sur Applose, sur iAdvise, oui. Aujourd'hui, on est effectivement présent en France, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis. Aujourd'hui, on accompagne à la fois des régies, des marques, des distributeurs. Voilà, iAdvise aujourd'hui, c'est plus de 2000 clients au global. C'est une marque une entreprise qui est là depuis 10 ans sur le marché en France, expert reconnu sur les problématiques conversationnelles. Très bien. À vos côtés, Antoine Leclerc, bonjour, CEO de Cast.tv, je prononce bien les deux A, j'espère. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur la story de cette société, également spécialisée dans les solutions live shopping? Ouais, merci Jérôme, bonjour à toutes et à tous. C'est Antoine Leclerc, donc moi je suis le fondateur de Cast. Nous on est une solution d'animation commerciale en digital et on fait trois choses chez Cast. On fournit effectivement une solution technologique de live commerce et live shopping qu'on intègre directement sur les sites. On fournit aussi une partie conseil, accompagnement stratégique de nos clients. Puis ensuite on développe un écosystème avec lequel on travaille en fait pour fournir vraiment l'ensemble de la gamme des services nécessaires autour du live shopping. Et puis, pour donner quelques chiffres, donc l'année dernière, on a opéré et diffusé à peu près un peu plus de 300 live commerce. On est présent aujourd'hui majoritairement en Europe, mais aussi sur le continent américain. On a des équipes au Mexique et on vient d'arriver sur le continent asiatique. On a une personne qui vient d'arriver au Japon. Et voilà. Donc en fait, nous, vraiment, l'enjeu de Cast aujourd'hui, c'est vraiment de fournir à la fois donc la solution la plus aboutie du marché et le meilleur écosystème. Et donc pour passer la balle à Julien, on travaille avec des partenaires comme LiveOne pour justement l'opération des opérations de live shopping. Superbe transition. Julien, CEO de LiveOne, donc un partenaire des solutions technologiques dédiées au live shopping, c'est ça? Exactement. Bonjour Jérôme. LiveOne aujourd'hui, c'est une société qui est dédiée à la conception, production et distribution d'émissions de live shopping. Donc pas de techno, pas de techno. Pas de techno. Nous, on a pris le parti de proposer cette conception, production et distribution dans le but d'éditorialiser les live shopping et surtout d'offrir des outils hardware pour pouvoir produire ces outils live shopping. Aujourd'hui, LiveOne, c'est une quinzaine de personnes. On a conçu, produit et distribué une petite centaine de lives depuis 2020, puisqu'on a démarré l'aventure en juin 2020, pratiquement en même temps que des Antoine et des Benoît, d'ailleurs. On était assez pionniers sur le sujet. On vient d'ouvrir la première live shopping factory de France à la mairie de Pantin. C'est 500 mètres carrés de zone dédiée à la production centralisée d'émissions de live shopping de façon industrielle. On a 1500 mètres carrés qui sont encore en déploiement et en développement pour pouvoir accueillir des marques. Nous, on pense que le live shopping est bâti sur trois formats. Un format qui peut être du one-to-one pour du personal shopping, un format qui peut être du one-to-few pour du confidentiel et évidemment du one-to-many pour du grand public. Pour cela, aujourd'hui, le métier de LiveOne, c'est de pouvoir éditorialiser, produire en centrale ou en décentralisé, puisqu'on a construit un réseau aussi de 24 équipes réparties sur le territoire français pour pouvoir aller faire du live shopping en montagne, à la plage, etc., etc., etc. Voilà. Donc l'idée, c'est de proposer aux marques faut une et bonne aux partenaires couverture médias cellulaire. du clé en main.
D'accord, et donc vous couvrez tous les cas de figure qui peuvent se présenter, y compris, donc on a entendu le personnel, shopping en one to one. Alors merci à Exactement. tous les 3 pour ce petit mot d'introduction. Je vais vous poser une question, très simple aujourd'hui, puisque vous avez, tous, une très longue expertise, même si finalement votre activité donc, 2 ou 3 ans. Ça serait quoi pour vous les bonnes pratiques? Benoît, si je vous demande, on a eu le cas évidemment, retailing, mais qu'est-ce qu'on devrait retenir aujourd'hui comme bonne pratique en matière de, je sais pas, choix des marques, choix des produits, choix des prix, dispositifs de promotion, intégration de l'animateur? Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces années d'activité? On vous entend pas, Benoît, vous avez peut-être coupé votre micro? Micro. Pardon, Voilà. excusez-moi. La première chose, effectivement, c'est de se poser la question du pourquoi du live shopping. C'est effectivement quelque chose qu'on a commencé à évoquer, mais concrètement, et Antoine le dit, aujourd'hui, on considère que le live shopping est un excellent format pour soutenir de l'animation commerciale. Donc, ce qu'on peut faire très bien en boutique, comment on peut effectivement le transposer sur le digital. Et donc, ça veut dire que le live shopping est extrêmement efficace à partir du moment où on travaille sur un lancement de produit, une offre promotionnelle dédiée. Ça Donc, veut dire que tous les produits ne se prêtent pas forcément au live shopping, et c'est les mêmes produits qu'on aurait mis en avant dans une boutique qui ont naturellement vocation à être poussés par le live shopping? je ne dis pas que tous les produits ne se prêtent pas, je dis simplement c'est pourquoi on fait du live shopping et en quoi, par rapport à un objectif business, ce produit-là, effectivement, va créer l'événement, va être intéressant. Généralement, par exemple, si le produit, ça fait 6 mois qu'il est sur le catalogue et que le prix est le même, ce n'est pas parce qu'on va avoir quelqu'un qui va faire une présentation qu'effectivement, on va avoir des résultats extraordinaires. Mmh. Donc, c'est vraiment d'inscrire le live shopping comme un outil format d'animation commerciale, l'inscrire dans une stratégie marketing et effectivement se poser les questions de la partie communication-activation, de la partie animation. Effectivement, aujourd'hui, je viens parler de l'expérience, mais l'expérience, elle peut être in situ, elle peut être en studio. Tout ça doit être effectivement aligné. Donc, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est que l'ensemble des éléments doivent être alignés pour pouvoir créer une expérience qui a un impact. On voit il y a des communautés qui réagissent. La question de l'audience et d'investissement pour générer cette audience, c'est aussi un sujet, j'imagine, stratégique? Très clairement, il y a généralement deux choses. Effectivement, c'est l'audience sur lequel on peut capitaliser via des partenaires que sont les distributeurs, donc j'ai des distributeurs et des publishers, mais vous avez aussi la base CRM, la base client installée aujourd'hui qui est extrêmement importante et qui peut optimiser l'audience d'un live. Antoine, même question, avec vous disiez, déjà plusieurs centaines de live shopping réalisés seulement en 2021. Ça serait quoi, pour vous, les principaux learnings déjà, les bonnes pratiques, qu'il faudrait mettre en avant? Ouais, ça va être compliqué de répondre sans faire une redite de ce que Benoît a dit, hein. Complètement aligné avec ce qu'a dit Benoît. On est effectivement sur de l'animation commerciale. Donc en fait, il faut reprendre les fondamentaux de l'animation commerciale. Un live commerce va fonctionner, va être performant s'il y a un bon produit, il y a une bonne offre commerciale associée au produit. Si on a aussi la capacité d'avoir un bon animateur et notamment une bonne finalement animation autour du live, hein. Ça veut dire l'animateur, ça veut dire aussi la manière de capter le live. Et puis ça veut dire aussi aller chercher les bonnes audiences, donc plutôt des audiences affinitaires sur le produit, quoique il peut y avoir aussi une ouverture un petit peu sur des phases de découverte sur un produit qui permettent en tout cas d'amener un peu plus de personnes à l'intérieur du funnel d'achat. Mais voilà, D'accord, et complètement en phase sur l'animation. sur la question de l'animateur, par exemple, dans les magasins, c'était des personnes qui avaient effectivement ce profil d'animateur, c'était pas forcément les vendeurs, traditionnels, et donc c'est la même logique dans le live shopping, il faut une personnalité qui maîtrise ce type de Ouais. format? En fait, alors il peut y avoir il y a des super animateurs, hein, qui font des animations justement de live shopping qui sont parfois soit des animateurs commerciaux au niveau du distributeur, soit parfois au niveau de la marque, soit parfois des animateurs externes. On parle beaucoup d'influence, on parle beaucoup de créateurs de contenu qui viennent animer des live shopping, soit éventuellement un mix, de tous, et donc on peut avoir parfois, un live qui est animé par une personne, 2 personnes, 3 personnes, voire plus, en fonction de la typologie du live. Mais en fait, c'est surtout la capacité à positionner cet animateur ou cette animatrice et à avoir une vraie présentation commerciale
pas forcément téléphoner du produit, mais vraiment, en tout cas, argumenter. On a vu des très beaux live commerce qui ont été opérés par différents types de profils, mais ça fonctionne vraiment quand on a un argumentaire solide sur le produit et qu'on peut démontrer le produit en direct. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Vous avez peut-être vu dans le passé, en tout cas, des live shopping ou des lives qui étaient pas forcément super engageants. En fait, le problème d'un live super engageant, même si le produit, même si l'offre commerciale est là, même si l'audience est là, c'est que les gens vont pas forcément avoir envie de rester. Et ça, en fait, ça va vraiment être un point de blocage, tout simplement parce que vous avez besoin d'être exposé au message, de vous prendre au jeu pour être à un moment, pour avancer tout simplement dans le funnel d'achat. Le dernier point peut-être sur l'audience et sur le temps passé potentiellement sur le live, c'est comme Alexandra a dit, on peut intégrer des mécaniques de gamification ou de jeux concours directement à l'intérieur des lives, et ça va avoir tendance à augmenter le temps passé, donc notamment le temps passé sur le live, mais aussi du coup l'exposition au message commercial qui est passé. Donc naturellement, encore une fois, on avance un peu plus le client dans le funnel d'achat. Julien, chez LiveOne, c'est quoi également les bonnes pratiques que vous recommandez? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ce qu'ont dit Benoît et Antoine? Ouais, c'est ça, j'ai Ouais, c'est dur quand on passe au ajouter. troisième. Et quand même quelques éléments. En effet, le fait qu'il y ait une marque et de l'offre, c'est très important. Et nous, chez LiveOne, on est 2 anciens de chez venteprivée.com. Donc, la notion d'offre, de montage d'offres, c'est très important pour nous. On pense que c'est naturellement des leviers de transformation sur le live. La partie, tout ce qui va être animation, production, éditorialisation, Juste reviens. Oui. C'est fondamental, pardon, mais je reviens sur la question du choix du produit. Alexandra nous disait il y a 84 références smartwatch sur le site de la FNAC. Est-ce que les 84 références ont vocation à bénéficier d'un live shopping ou est-ce qu'on ne va pas naturellement se concentrer sur les produits avec le plus gros potentiel? Ça dépend, je pense, de l'objectif recherché. Évidemment, passer 84 produits durant une même émission, ça devient compliqué, ça devient long, ça peut devenir fastidieux. Mais tous les produits sont présentables en live shopping au final. Ensuite, il faut juste connaître l'objectif. Est-ce que c'est un objectif de ROI, de branding? Qu'est-ce qu'on veut faire? En tout cas, l'importance d'un bon live shopping, c'est en effet toute la partie orchestration, préparation des animateurs. Un influenceur n'est pas forcément un bon animateur de live shopping. Ça se prépare. C'est un exercice orchestré. Il y a eu des échecs retentissants ces 2 dernières années avec des Ce mauvais choix nom, mais d'influenceurs. naturellement, un influenceur n'est pas forcément un bon animateur. Les meilleurs ambassadeurs de marque sont souvent des gens qui ont été formés d'ailleurs au produit, à la marque, qui ont un vrai argumentaire solide à proposer. Et puis, pour corroborer un peu tout ce qu'a pu dire Benoît, Antoine et Alexandra également, je pense que quelque chose qui va devenir très important dans les années à venir sur le live shopping, c'est la notion de rendez-vous. C'est comment on crée le rendez-vous pour créer l'usage. Nous, on travaille beaucoup avec Carrefour et on commence à voir des gens qui reviennent toutes les semaines pour dire j'étais là la semaine dernière, c'est super, merci, c'est top, c'est de l'entertainment, c'est du gaming, j'ai créé ce rendez-vous-là. Et cette notion de rendez-vous va accélérer l'usage et créera le ROI demain sur toutes ces émissions. Avec une population qui est vraiment sensible à ce type de format et qui achète pendant ces formats. Exactement. Autre question que je voulais vous poser, on est à la Mobile Marketing Association, on voit de plus en plus de gens évidemment qui passent du temps sur leur téléphone mobile chaque jour avec un écran vertical. Ça serait quoi les bonnes pratiques pour créer un live shopping? Il faut privilégier un format horizontal, comme on l'a vu d'ailleurs chez Fnac Darty avec un format paysage un peu classique et historique qui s'inspire de la télé, ou est-ce qu'il faut basculer en vertical? Benoît, vous recommandez quoi à vos clients? Alors, nous, on est très clair là-dessus, puisque c'est lié à la fonctionnalité aujourd'hui, c'est de recommander effectivement le portrait pour donc vertical. Donc vertical, évidemment, parce que à plus de 80%, on a un usage qui est très mobile. Et j'ai envie de dire, c'est pas nous qui influons, ou en tout cas qui développons cet usage. C'est plutôt aujourd'hui des grandes plateformes qui sont extrêmement consommées, comme Instagram, comme TikTok, et qui poussent effectivement aujourd'hui le format vidéo, effectivement vertical. Donc on voit que dans les data, les metrics, aujourd'hui, ce format-là est plébiscité. Bien évidemment, ça veut dire que il faut qu'on puisse avoir des éléments de production. Donc là, c'est plutôt la partie de Julien, mais qui permettent effectivement de faire ce qu'on appelle du multicaméra. Et on arrive à créer des expériences extrêmement qualitatives avec plusieurs caméras dans un format aujourd'hui vertical. Je voulais juste ajouter un dernier point, cette logique de portrait, de vertical paysage, pour moi, est un faux débat. Le vrai débat, c'est ce qu'on vient d'évoquer avant,
c'est-à-dire en quoi aujourd'hui on a une proposition de valeur à présenter et en Mmh. quoi on aligne l'expérience en fonction des objectifs et enjeux de la marque. Ça, c'est extrêmement important. Le côté interactif est important et donc sur le parti portrait, ça fonctionne. Juste un mot aussi toujours sur cet environnement, on va dire, réseaux sociaux, mobiles. Les commentaires des internautes, ça peut aussi faire la différence dans un sens ou dans l'autre. Ça peut servir ou desservir la mise en avant d'un produit. C'est pas parfois un peu risqué, Alors de aujourd'hui, il y a de des diffuser modérations. toutes ces réactions? Alors, c'est pas risqué et c'est même ce qui est demandé. C'est-à-dire que la première question, c'est pourquoi on fait du live shopping et pourquoi on fait pas simplement de la vidéo. Ça peut être même plus simple dans certains cas de faire de la vidéo, très, très honnêtement. Le premier sujet, c'est qu'aujourd'hui, le live shopping, c'est un format immersif et interactif qui doit susciter le désir d'achat. Et donc, dans ce côté interactif, on vient effectivement engager aujourd'hui les spectateurs. Et cet engagement, il doit avoir un impact. Antoine parlait de gamification. Aujourd'hui, on a des outils pour créer de la gamification. Il a un objectif, c'est de collecter de la data. Aujourd'hui, on est en capacité, effectivement, avec de l'interaction, de faire en sorte de collecter de l'email, du numéro de téléphone, de l'opt-in. Aujourd'hui, on a en capacité de savoir sur quels produits ils sont intéressés, de donner un sondage pour savoir, par exemple, est-ce qu'ils ont une peau grasse ou une peau sèche, et ce qui va vous permettre de retargeter l'ensemble de ces participants avec Mmh. un message personnalisé et donc d'optimiser la conversion. Et ça, c'est vraiment important. La différence entre une vidéo simple et du live shopping, c'est qu'on engage les spectateurs, qu'on interagit avec eux et qu'on peut Et collecter de la donc data. on peut collecter de la data. Antoine, même Exactement. question sur vos 200 expériences l'année dernière. Quelle proportion était sur un format vertical et en quoi le mobile, propose de nouvelles fonctionnalités peut-être, par rapport à l'écran du desktop? Alors sur les totalités, je pense qu'on a fait, là sur les 18 derniers mois, un peu plus de 400 je pense, opérations. Alors, bonne question sur le format. On tend à avoir de plus en plus d'opérations qui sont sur un format effectivement vertical, mais pas toutes, tout simplement parce qu'en fait, le format vertical va être particulièrement adapté à certaines typologies de produits. C'est là où je pense qu'on n'aura pas forcément la même vision avec Benoît. Le format vertical va être adapté sur des produits, par exemple, de mode ou parfois de beauté. Dès lors où on va passer sur des produits parfois un petit peu plus classiques, ou par exemple du gaming, où il faut partager un écran ou ce genre de choses, le format vertical va avoir des limitations. Et donc, par rapport à ça, nous, on laisse la main à nos clients de choisir soit effectivement du format horizontal, soit du format vertical. Donc, bien évidemment, et pour revenir sur ce que Benoît a dit, la majeure partie aujourd'hui de la consommation se fait sur mobile. Ce qui fait que naturellement, si on va avoir un format vertical, on va avoir une immersion, en tout cas un peu plus forte, de l'utilisateur. Maintenant, il y a des Ça très grandes plateformes. ça se Ouais, traduit vas-y. au niveau des performances? Enfin, on parlera des performances plus tard, mais on voit vraiment une Alors, différence, Alors ça c'est un bon case. Il faudrait qu'on analyse un petit peu plus en détail. On n'a pas encore eu le temps de le faire, mais il faudrait qu'on analyse un petit peu plus en détail les taux de performance en fonction d'un format. Mais il faudrait faire de l'A/B test quelque part sur un live, hein, faire un Mmh. live format vertical et horizontal au même moment avec quasiment les mêmes plans. Et je pense que c'est un cas, je pense intéressant. Il faudrait qu'on l'anticipe Qu'on dans va le futur. creuser. Mais par Sur la contre, notion ouais, ouais, ouais non sur juste la notion pour revenir d'interactivité là-dessus. avec les lecteurs, ouais. Ouais, pour revenir juste pour terminer, on a eu des lives, bien sûr, enfin, on a des lives qui sont hyper performants, sur des formats horizontaux. Il ne faut pas oublier que, par exemple, des formats, comme YouTube, enfin, YouTube fait, la quasi-totalité, en tout cas, de ses vidéos et de ses lives, format horizontal et donc Mmh. enfin, malgré ça, il y a quand même des audiences extrêmement fortes. Je pense aussi à Twitch. Donc effectivement, il y a les TikTok, Instagram qui sont orientés à fond mobile, mais il y a aussi, tout le reste de l'écosystème qui travaillent aussi sur du horizontal. Je pense qu'il faut les deux, et il faut surtout adapter la captation et puis vraiment le format par rapport aux besoins du live. Julien, Pour c'est quoi revenir- les ah pardon, Vas-y, non, Antoine je vais laisser la main Antoine à Julien. termine, non mais Je vais Antoine laisser la main à Julien. d'accord. Julien, si on devait faire un arbitrage entre les 2, ça serait quoi la bonne pratique? Nous on est aussi bien vertical que horizontal. On pense que les deux Vous êtes formats doivent vous coexister. êtes carré, chez Live One. Non, mais on pense que les deux formats doivent coexister. Nous, notre croyance, c'est de dire que tout dépend du projet et de la ligne éditoriale qui aura à travers le live, qui viendra déterminer si c'est l'horizontal ou du vertical. D'ailleurs, c'est toujours pareil. En effet, TikTok, Instagram promeut le format euh, vertical. Et c'est vrai que sur Twitch, au départ, ils avaient pensé du vertical et finalement, dans l'usage, c'est de l'horizontal.
parce que suivre du streaming aujourd'hui, les utilisateurs le regardent de façon horizontale. Donc, tout dépend finalement de l'expérience. Pour faire de la démonstration de produit dans un environnement global, l'horizontal est probablement plus adapté. Pour faire en effet de la démonstration de produit en studio ou sur un fond, etc., peut-être que le vertical est plus adapté. Donc, tout dépend du projet au final à cette question. Très bien. Alors, autre question, est-ce que c'est rentable? En parlons un petit peu chiffres, combien ça coûte, de faire un live shopping? Quels sont les KPI, à suivre et quid du ROI ou du ROS? Benoît, quels chiffres on pourrait partager? Alors, sur le coût, je vais en dire que c'est très variable. On a vu des lives qui ne coûtaient vraiment pas cher, donc qui commençaient à 10 000, 15 000 euros. On a vu des lives qui allaient à beaucoup plus que ça, jusqu'à 200 000 euros. Tout dépend effectivement de vos objectifs, de votre ambition sur le sujet. Bien évidemment, il y a un certain nombre de centres de coûts. Il y a la partie médiatisation. Donc, si vous travaillez effectivement avec une régie, il y a la partie animation, il va y avoir la partie production, la partie coût technique, etc. Mais voilà, donc le range, c'est, on peut commencer pour 10-15 000 euros et puis arriver sur, j'ai envie de dire, sky is the limit. Après, ça dépend de si vous voulez prendre des gens très Oui, connus ou pas. si on a Kim Kardashian, Voilà, influenceuse, c'est ça toujours risque de se chiffrer en millions. Et quels sont les KPI du coup à suivre? il y en a beaucoup. Nous, ce qu'on suit généralement, Alexandra en a parlé, mais c'est effectivement le premier, c'est le taux d'exposition. Combien de temps en moyenne, en fait, aujourd'hui, un spectateur va être exposé à la marque et au produit? On voit que le live shopping, c'est quand même en moyenne plus de 7 minutes, ce qui est quand même assez considérable par rapport à des formats de publicité traditionnels. Donc, 7 minutes exposées à la marque, au produit, c'est quand même une valeur qui est extrêmement importante. Le deuxième KPI que nous, on pousse énormément aujourd'hui, c'est le taux d'interaction, mais dans une logique d'embasement. Et donc, à partir du moment où on crée l'interaction, on va pouvoir collecter de la data. Aujourd'hui, on a entre 45 et 50% de taux d'opt-in sur les lives qu'on réalise avec, encore une fois, du numéro de téléphone, de l'email. Donc on peut qualifier ou requalifier sa base CRM. Exactement. Et ça a une valeur qui est considérable et on pousse énormément là-dessus. Et puis, bien évidemment, le troisième KPI, c'est le taux de conversion. À partir du moment où quelqu'un m'a présenté un produit et que je suis convaincu, l'énorme avantage du live shopping, c'est qu'en un clic, je peux l'ajouter au panier et l'acheter. Et ça, on a des taux de conversion qui sont au-delà des 15-20%. Bien évidemment, on travaille avec les marques et distributeurs pour aligner l'ensemble des étapes et optimiser ce taux de conversion. Alors, Alexandra parlait d'un ROS de 1,7. On peut aller, on peut aller beaucoup plus loin. Réaliste, on peut même aller plus loin dans certains quand toutes les planètes sont alignées. Je vais donner deux chiffres. On travaille donc avec Orange France, Orange Espagne. Avec Orange Espagne, donc le mois dernier, on a développé et on a fait un live pour le lancement du Samsung S22. Effectivement, en termes de vous aussi, vous travaillez avec Samsung? Je pense que tout le monde travaille avec Samsung, parce que c'est quand même une grosse entreprise, donc effectivement, il y a beaucoup de produits et beaucoup de budget marketing. Donc, je crois que Julien travaille avec eux, Antoine aussi. Et là, effectivement, on a eu des chiffres qui étaient assez remarquables. On avait 99% des clients qui étaient des nouveaux clients pour Orange. On a généré plus de 180 000 euros de chiffre d'affaires dans le cadre d'un live. Voilà, donc c'est des choses qui, effectivement, si les éléments sont alignés, ça peut très bien fonctionner. Ça peut très bien fonctionner, exactement. Antoine, on l'entend, il faut regarder des KPI médias et des KPI commerce. Hein. Ouais, les deux sont importants. Hein. Donc, je reviens sur ce que Benoît disait, complètement face sur la partie exposition, donc temps moyen passé sur le live, temps moyen aussi passé sur le replay. En fait, on parle beaucoup de KPI live, mais le replay reste hyper important, comme l'a dit Alexandra. Le fait que oui, la majorité des audiences, finalement, c'est pas du live, c'est du replay. Et alors, c'est ça qui est assez intéressant. Et d'ailleurs, dans les phases de pré-live, pendant le live et après le live, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à un moment, on dit il faut avoir un maximum de personnes sur le live. Oui, il faut bien avoir en tête que lorsque vous communiquez avant un live, vous communiquez un peu du vent, vous communiquez un événement, mais en fait, il n'y a pas encore de contenu, en tout cas, sur lequel exposer votre acheteur. Donc, c'est toujours un sujet un peu particulier. Donc, il faut effectivement aussi, pour parler médias, garder du budget média pour valoriser bien sûr le live, mais aussi le replay. Donc, du coup, on parlait de temps d'exposition, effectivement, sur le live et sur le replay. On parle aussi, bien sûr,
sûr, pour pas faire une redite par rapport à Benoît. Après, c'est les KPI de conversion, mais on peut avoir un funnel vraiment au niveau de la conversion. Nombre de personnes, par exemple, qui ont cliqué sur la fiche produit, qui l'ont ajouté à leur panier, avoir une analyse un petit peu plus fine, justement, de ces taux-là pour comprendre un petit peu. Parce que si le client, finalement, il l'a ajouté, il a regardé la fiche produit, il l'a ajouté à son panier, mais il n'a pas converti, il y a peut-être une réflexion à faire sur le positionnement de l'offre produit. Parce qu'encore une fois, tout le monde connaît Deal Labs, tout le monde connaît Google Shopping. Et à un moment dans le live, malheureusement, il y a quand même la possibilité pour les clients de dire tiens, je vais regarder sur Google quand même si l'offre proposée pendant le live, elle est vraiment attractive. S'il y a vraiment un décalage en fait entre tout simplement en tout cas la compétition en tout cas sur le web et ce qui est proposé dans le live, malheureusement en fait le travail va être fait donc de proposition commerciale dans le live, mais une conversion ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant sur l'offre produit qui est proposée. Et puis ensuite, ça va être vraiment d'analyser ces différentes phases et comprendre un petit peu le funnel d'achat. On parlait d'opérations à quelques dizaines de milliers d'euros, hein, si on veut faire les choses de manière professionnelle. Ça limite le live shopping à des commerçants qui ont déjà une certaine envergure ou pour des produits qui ont un certain potentiel? Non, je pense que ce que Benoît disait, c'est effectivement quand on commence à professionnaliser un petit peu le live shopping pour avoir des belles opérations, des opérations qui sont engageantes, des opérations qui vont être quelque part cadrées et sur lesquelles on va limiter les risques. Effectivement, on va être dans ces ordres de budget-là à partir de 10 000 euros et ça peut monter. Après, pour faire un live, je pense que chacun d'entre nous aujourd'hui dans l'assemblée peut faire un live demain. Avec son smartphone, mais ça pourrait être déceptif. Ouais. Alors, ça peut être déceptif, mais encore une fois, nous, il y a certains de nos clients, quand ils passent pas par des entreprises comme LiveOne, qui font des lives au smartphone et sur lesquels finalement on peut avoir une préco un petit peu smart, avec un smartphone, un stabilisateur, des micro-cravates, c'est-à-dire que le package coûte moins de 1 000 euros en tout pour s'équiper, et ensuite faire un live de très très bonne qualité. Je pense à un de nos clients aux États-Unis qui s'appelle Adormi, qui s'est dit tiens, à un moment on veut faire des lives en magasin. Par contre, le budget côté installer une équipe technique, etc., est un petit peu trop onéreux par rapport à ce qu'on veut faire. C'est une marque qui cartonne aux États-Unis, hein. Mais en fait, ils ont choisi de le faire, de l'auto-produire. En fait, le résultat était superbe. Donc, en fait, on avait effectivement le smartphone stabilisé qui se baladait en magasin, qui suivait donc l'animatrice et puis Rachel et puis finalement les personnes qu'elle allait interviewer. Et c'était vraiment d'une super bonne qualité. Donc, je pense que faut vraiment voir les enjeux. Après, dans le live, au niveau de la production, c'est surtout, et ce qui va coûter majoritairement, au-delà de la partie finalement des frais de production, ça va être l'animation et la médiatisation. On va en parler justement avec Julien. Alors Julien, vous êtes spécialisé évidemment dans cette partie production, plutôt sur des opérations un peu plus évidemment ambitieuses. La partie médiatisation, on a parlé rapidement, c'est évidemment le nerf de la guerre, parce que si on ne fait pas la promo de son live, on risque d'avoir pas grand monde pour le regarder. Alors exactement, une émission de live shopping, c'est la rencontre d'une offre et de la demande. Donc la demande doit être activée en amont, pendant et après au travers du replay. Donc, en effet, la partie média est très importante. Après, sur la partie KPI, en effet, un live, ça vaut en moyenne 10 000, 10, 15 000 euros. Le coût qui va être très, très, très fort dedans, à un moment, ça va être la notion de l'animateur. C'est-à-dire quel animateur ou influenceur. Il y a des influenceurs qui valent très, très cher aujourd'hui sur le marché. C'est un marché qui est complètement atomisé d'ailleurs, qui mérite d'être un peu clarifié pour pouvoir croiser l'influence et la notion d'animation. Donc ça, c'est très important. Nous, sur les KPI chez LiveOne, on suit énormément le temps moyen passé sur live. Pour une seule raison, c'est que c'est la rétention de l'audience qui va faire que l'exercice va être réussi. C'est-à-dire que le shoptainment, l'entertainment va fonctionner. Juste qu'on comprenne bien le point sur l'animateur, un influenceur vraiment important, à lui tout seul, va être capable de générer et de l'audience et des ventes, ou c'est une idée un petit peu naïve? Alors, nous on a pareil, on pense qu'un audit est nécessaire à un moment sur sur les influenceurs quand ils arrivent avec leur audience et avec leur prix en face de leur audience et de leur capacité d'animation, puisque à un moment, il faut que les audiences soient fiables, activables et puis qu'elles transforment. C'est pas tout à fait le cas aujourd'hui sur tous les influenceurs. Il y a des si Nabila nous fait la promotion d'un shampoing, il y a du monde qui va l'écouter quand même. Ça va cartonner. Elle est légitime. Bon, Nabila fait partie peut-être la plus grande influenceuse de France aujourd'hui. Donc, ça coûte combien de faire travailler Nabila? Je n'ai pas idée, mais ça doit être 100 000 peut-être. C'est plus de 100 000.
Plus de 100 100 000. 000 euros. Plus de 100 Et 000 c'est elle euros, qui, ouais. et c'est elle qui va faire la promo d'un produit pendant plusieurs minutes? Mais vous pouvez C'est avoir un ça. Heroic 3 avec Nabila, donc forcément, c'est toujours la même chose. Quel est l'argent que vous mettez sur la table par rapport au retour sur investissement? Mais Nabila, comme dit Julien, c'est peut-être pas le bon exemple. Elle fait partie des gens qui ont la plus grosse influence aujourd'hui, mais quand vous prenez le top 500 des influenceurs aujourd'hui en France, je ne suis pas sûr que tous les influenceurs qui ont 1 million de personnes sur Instagram aujourd'hui sont capables de convertir sur du smartphone, sur de la montre connectée, sur du shampoing, etc. etc. C'est là où c'est intéressant de travailler avec des gens comme LiveOne, c'est que vous êtes capable justement de faire la part des choses entre l'audience affichée puis le potentiel réel en matière de vente, hein, c'est ça? Exactement. Nous, notre métier aujourd'hui chez LiveOne, c'est vraiment de créer une production qualitative et de rendre héroïse le live. Donc, on est dans une notion vraiment de conseil et de négociation pour nos clients. Pour quand même, par rapport à ce que disait Antoine tout à l'heure sur l'autoproduction, il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner dans tout ça, dans l'autoproduction. Oui, j'imagine que vous n'étiez pas d'accord. Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que l'autoproduction nécessite du temps humain et des mètres carrés mobilisés. Nous, on connaît un client qui a démarré l'autoproduction et qui générait 2 à 3 rendez-vous par semaine en live shopping. Et c'était 35 mètres carrés de mobilisés dans Paris. C'était 4 personnes à plein temps pour construire, éditorialiser le live et faire en sorte que le live soit qualitatif. Donc finalement, il y a un coût derrière. Il y a un coût en mètres carrés. On peut pas confier ça à un stagiaire de troisième? Il y en a qui ont essayé, ça a été, en général, ça n'a pas été une réussite. Ça a été les bananes de 2021, il y en a eu quelques-unes. Et les bananes qui a eu lieu sur 2021, c'était quoi? C'était une mauvaise orchestration de l'audience, une non-activation de l'audience, une mauvaise ligne éditoriale, donc aucun temps moyen passé sur l'écran, et puis une production pauvre. Oui, c'est important de toutes les manières, il y aura un coût interne ou un coût externe, mais il ne faut pas sous-évaluer ces coûts. Et nous, chez LiveOne, si on a développé cette Live Shopping Factory à la mairie de Pantin, c'est pour justement créer un outil industriel et d'écraser les coûts à un moment et de rendre industriel le sujet et créer de la récurrence. On le comprend bien. Et pour compléter juste sur la partie autoproduction, parce que c'est un point important, et je pense qu'effectivement, il y a possibilité de faire les choses en autoproduction, mais effectivement, en termes de qualité, c'est évident que ça prend du temps et c'est pas au niveau d'une équipe de pro. Il y a surtout un point qui est super important, c'est le risque. Parce qu'en fait, quand on est en live, et je pense que tous ceux qui ont fait des lives aujourd'hui autour de la table ici, ça marche dans pas. l'audience, parfois ça peut ne pas marcher. Et donc, il peut y avoir des problèmes techniques, il peut y avoir des problèmes d'organisation. Et en fait, cette partie-là, en fait, ça sécurise quand même. Alors, le risque zéro n'existe pas, mais le fait de passer par les équipes, par les pros, sécurise quand même beaucoup cette partie-là. Très bien. Un petit mot quand même sur le retail média. Benoît, finalement, le live shopping, ça va être le format roi du retail média. Dans les prochaines années, ça va accélérer un peu la convergence entre commerce électronique et médias, hein, comme on le voit aujourd'hui chez Fnac Darty. Tout à fait. Ce que disait Hélène en introduction est vrai, et je ferai la comparaison entre le marché asiatique et le marché européen, ce qui se passe en Occident. Le marché asiatique est concentré auprès des méta-apps, méta-plateformes, et effectivement, les marques vont chercher l'audience sur ces plateformes. En Europe, aujourd'hui, effectivement, ce sont les distributeurs, ce sont les publishers qui ont cette audience, et donc cette logique de retail média, si on doit faire une comparaison, analogie, vient s'inscrire complètement parfaitement dans la stratégie marketing des marques. Puisque il y a 30 ans, c'était TF1 qui avait lancé le téléshopping avec Pierre Bellemare. Là, c'est plutôt d'ailleurs des commerçants qui font du média. Qui aura le dernier mot, selon vous? j'ai pas la boule de cristal, mais je pense que quand même les distributeurs et les publishers en auront un mot important, puisque c'est eux qui aujourd'hui ont l'audience et c'est eux qui sont en capacité de proposer une offre globale packagée d'expérience, bien évidemment qui doivent s'inscrire dans une stratégie d'animation commerciale et donc supporter un plan marketing. Antoine, chez Cast, finalement, votre boulot, c'est d'apprendre à des marchands de faire du média ou des médias de faire du marchand, non? Non, nous, on apporte une solution d'animation commerciale en digital et surtout, on accompagne en tout cas stratégiquement nos distributeurs, enfin nos clients distributeurs et marques. Je pense que l'enjeu, en tout cas, et pour revenir sur ce que Julien disait, c'est vraiment la récurrence sur ces opérations. Et donc, au-delà d'apprendre, après, il y a comment on apprend et après, on vient optimiser. Et comment on va faire en sorte que ça coûte moins cher, que ce soit bien sûr plus rentable. Et c'est vraiment ça l'enjeu, en tout cas, quand on accompagne nos clients. Et un point sur lequel je pense en 2022, on va avoir des évolutions très fortes,
sur le sujet du live shopping, c'est le format du live shopping. Aujourd'hui, dans les stratégies qui sont mises en place, au-delà de la récurrence, c'est de pouvoir adapter les formats aux enjeux. C'est pas la même chose de vouloir lancer un produit que de vouloir faire une offre commerciale dédiée. C'est pas la même chose aujourd'hui, effectivement, de se dire que on doit faire de l'awareness ou on doit avoir un Donc, très fort. il y aura une segmentation des formats live shopping qui va apparaître en On fonction est de chaque au objectif. tout début des formats, de l'expérience. Il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer et par exemple, les équipes de Live One, ils travaillent fortement, je pense. L'objectif, on déporte un peu la pression aussi. L'objectif, effectivement, c'est d'arriver, encore une fois, à aligner l'ensemble des parties prenantes au regard des objectifs et des enjeux business pour pouvoir générer de la performance et du ROI. Ouais, Julien, le live shopping, ça va être le format roi pour les acteurs du retail média cette année? Alors oui, moi, personnellement, je trouve ça très passionnant parce que je suis fils de commerçant. Et à l'époque, on cherchait une boutique et on cherchait une boutique par rapport au trafic, par rapport à la zone de chalandise. Et aujourd'hui, en effet, les retailers, les publishers qui ont finalement embasé pendant des années vont pouvoir proposer ces fameux tuyaux qui sont les clients de demain. Et finalement, le live shopping, la production de live shopping, créer un format de live shopping, c'est ni plus ni moins créer un canal de distribution et créer la boutique de demain. C'est vraiment ça peut rapidement devenir la première boutique de la marque, d'ailleurs, comme le site Exactement. e-commerce il y a 20 Donc, ça ans. s'inscrit tout à fait dans une logique d'omnicanalité. C'est pour ça qu'en préambule de notre table ronde, moi, j'avais démarré que pour moi, le live shopping, c'est du one-to-one pour du personnel shopping, du one-to-few pour du confidentiel et du one-to-many pour du grand public. Et c'est ces trois formats qui, demain, que les marques vont devoir épouser pour justement créer des lignes de distribution et des business lines, en fait. Et accompagner, évidemment, l'évolution des usages autour du mobile, du social et de la vidéo. Avant de donner à Hélène la parole pour un mot de conclusion, je vais demander à tous les trois un hashtag de conclusion, hein, vous savez, comme sur Twitter, un hashtag très court. Benoît, ça serait quoi pour vous, votre hashtag de conclusion? Animation commerciale, performance. Ça fait 2. Merci, et on invite évidemment tout le monde qui veut en savoir plus à contacter eAdvice pour découvrir votre solution. Applause, merci en tout cas. Merci Jérôme. Témoigner ce matin. Antoine, CEO de CAS, ça serait quoi également vos hashtags de conclusion? Je crois que c'est ce que je mets sur tous mes posts LinkedIn, mais ce serait Future of Commerce. Future of Commerce, très bien. Effectivement, on le comprend. Hein, l'évolution des usages va passer par la vidéo, le live et cette interactivité. Et on invite également tout le monde qui veut en savoir plus sur les solutions CAST à se rendre sur votre site internet kaast.tv. Hein, l'URL est affichée dans la marque. Julien, également un hashtag ou des hashtags de conclusion? Alors, moi, je vais le faire en anglicisme. Moi, je pense que c'est live shopping everywhere for all. Oh là, ça dépasse les 140 caractères, ça, non? Live shopping partout pour tous. D'accord, donc tout le monde peut faire et doit faire du live shopping, et évidemment avec Live One, hein, on ne va pas faire ça tout seul avec son smartphone quand même. Exactement. Très bien, merci beaucoup en tout cas tous les trois pour ces témoignages éclairants et votre partage de bonnes pratiques en matière de live shopping.